Has to be an injury replacement. Back it comes to Stransky. Up goes the kick. Up goes the walls. Stransky has kept his head. 25 juin 1995. Stade Ellis Park de Johannesburg, en Afrique du Sud. 94e minute. À la suite d'une mêlée, le numéro 9 des Springboks passe le ballon à son demi d'ouverture, Joel Stransky, qui envoie un drop en plein milieu des poteaux à 2 minutes de la fin des prolongations. Toutefois, pour mieux comprendre l'importance de ce drop, remontons quelques années en arrière. We have made it very clear in our policy that South Africa is a country of many races. There is room for all the various races in this country. Alors que depuis 1948, la population arc-en-ciel se voit déchirée en deux clans mis en place par le gouvernement séparant systématiquement les blancs des autres groupes ethniques du pays, la Coupe du Monde 95 représente le premier événement sportif majeur du pays depuis la fin du régime ségrégationniste de l'apartheid en 1991. Libéré après 27 ans, 6 mois et 6 jours, Nelson Mandela devient alors le premier président de cette nation et orchestre une démonstration d'unité au sein d'un des pays les plus profondément divisés au monde. Sport has the power to change the world. It loves in the face of all types of discrimination. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de la seconde série de Géosporétique où nous allons nous plonger dans un nouveau chapitre de la grande histoire du sport dans lequel les Springboks, une équipe, un pays, nous prouvent que le sport peut permettre à une nation de se retrouver. L'arrivée du rugby en terre sud-africaine est due grâce aux Britanniques, inventeurs du rugby qui exportent la discipline. Très vite, la population tombe sur le charme du ballon ovale en se structurant autour de la South Africa Rugby Board créée en 1989. Dès sa création, la sélection apparaît plus que compétitive et ne tarde à régner sur le rugby mondial, l'Afrique du Sud restant invaincue en test match jusqu'en 1956. C'est d'ailleurs au cours de cette période de domination que la sélection gagne son nom de Springbok, une référence à la Galaise réalisant de grands bonds afin d'échapper aux prédateurs. La nation arc-en-ciel devient une nation qui compte, qui terrorise ses adversaires. En tout cas, jusqu'en 1948. Suicide de l'homme blanc. Le leader conservateur n'y croit pas. Lui ne fait qu'appliquer la loi, la constitution de 1948, celle de l'apartheid. En effet, alors que la ségrégation raciale gangrénait le pays depuis un certain nombre d'années, le système officiel de l'apartheid émerge lors de cette période, notamment après l'ascension politique du Parti national afrikaner. Descendants de colons néerlandais, allemands ou encore français qui se considéraient comme un peuple élu, les Afrikaners sont parvenus à façonner un gouvernement favorable à la minorité blanche. Cette élection n'est pas sans conséquence sur la discipline, car le rugby devient, plus encore qu'il ne l'était déjà, le sport de l'Afrikaner, à savoir une discipline noble, tandis que les Noirs, eux, jouent au football pieds nus dans la rue. Dans leur esprit, permettre aux joueurs noirs de revêtir le maillot sacré était une étape vers l'érosion de ces valeurs. Pour les Afrikaners purs et durs, les Springboks en étaient venus un symbole plus que l'excellence du rugby. Ils en étaient venus à symboliser la supériorité raciale, avait parfaitement résumé Simon Pinsky dans un essai publié dans South Africa History Online. The Conservative Party honors the demands for freedom and self-determination for every people, in particular the white community.
Au vu de ce marasme, la population majoritairement noire se voyant déplacée vers des townships, ségrégée dans des conditions de pauvreté brutales, à partir de 1971, l'Afrique du Sud est peu à peu mise à l'écart par les différentes fédérations étrangères, ne souhaitant jouer avec cette sélection qui prône le racisme et la différence. Cette dernière se voit même bannie de toute compétition officielle, se contentant de quelques test matchs. Une période très sombre pour les Springboks. Derrière les poteaux, on m'avait lancé des oranges, donc j'avais eu la gentillesse de ramasser une orange, de l'éplucher et de la manger. En 1981, la sélection opère tout de même quelques changements afin de se racheter une image en intégrant Errol Tobias au sein de l'équipe. Un joueur noir symbolisant une avancée quelque peu hypocrite, quand, plus tôt, le public afrikaner lançait des oranges sur le français Serge Blanco, alors très populaire au sein des townships. I, Nelson Rhodesa Mandela, do hereby swear to be faithful to the Republic of South Africa. Au final, il faudra attendre 1991 et l'abolition de l'apartheid afin que le boycott de la sélection prenne fin. Cela tombe à pic, car en 1995, 5 ans après être sorti de prison et 1 an après avoir été le premier président noir du pays, Nelson Mandela comprend tout le potentiel politique que représente le rugby et compte bien l'utiliser pour unir son peuple sous la bannière de la nation arc-en-ciel, car ce pays organise la Coupe du monde de rugby. I have cherished the idea of a democratic and free society in which all persons live together in harmony. Ainsi, au début de son premier mandat, ce dernier invite François Pienaar, alors capitaine de l'équipe, à le rencontrer pour discuter de la manière dont les Springboks pourraient contribuer à rétablir la paix entre les populations noires et blanches. Pienaar, ayant grandi dans une communauté afrikaner où le nom de Mandela était associé aux termes terroriste ou encore homme méchant. À la veille du premier match de la sélection dans la compétition, Mandela déclare ceci à une foule noire au sujet des rugbyman. « Je vous demande de rester à nos côtés, parce qu'ils sont de notre espèce. » C'est ainsi que s'achève ce premier épisode de Géosporétique, Afrique du Sud 95, les Springboks, une équipe, un pays. L'épopée de la nation arc-en-ciel lors de cette compétition, c'est le thème du prochain épisode. Merci pour votre écoute. C'était Alexis Gallo, à bientôt.